Merci Sophie. Je voulais vous remercier officiellement et remercier Matmut pour les Arts de donner l'occasion à Égard de présenter son action, alors à travers notamment aujourd'hui la sortie d'un guide sur la médiation et sur les ateliers d'expression artistique. Ce guide a pour objet de proposer quelques points de repère pour appréhender les pratiques des ateliers d'expression artistique en art visuel et plus particulièrement quand ils sont destinés à l'accompagnement d'adultes en situation de handicap mental ou psychique. Car figurez-vous qu'il y a presque autant de pratiques que d'ateliers, même s'il y a beaucoup de points communs, tout n'est pas fixé, tout n'est pas défini, et ces pratiques restent encore inexplorées, et bien que partagées. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité, nous avons croisé les points de vue des créateurs en situation de handicap mental qui fréquentent ces ateliers, des professionnels qui les animent, des universitaires qui étudient et pensent ces pratiques. Et aussi, nous avons donné la parole aux galeries, aux collectionneurs, aux juristes, aux musées, car les objets, les dessins, les peintures qui sont produites dans ces lieux ont parfois une reconnaissance qui dépasse la sphère des ateliers à travers des expositions, des ventes et des conservations dans les musées. Alors, pourquoi à Égard avons-nous pensé à faire ce guide? Égard est une association qui a un peu plus de 10 ans. Elle a pour objet de faciliter l'entrée dans le monde de l'art des artistes en situation de handicap, notamment quand ils sont artistes en art visuel, afin tout simplement qu'ils soient reconnus comme des artistes à part entière, avec leur talent et avec leurs droits. Et il se trouve que les personnes en situation de handicap mental ou psychique fréquentent souvent, pas toujours, mais fréquentent souvent ces ateliers, que l'on peut appeler soit ateliers d'art-thérapie, soit ateliers d'expression artistique, soit association lambda, suivant les lieux ou les professionnels dans lesquels ces ateliers se trouvent, que ce soit des établissements médico-sociaux ou des hôpitaux psychiatriques ou des associations. Aussi, pour remplir notre mission à Égard de faire un pont entre ce monde du soin médico-social et psychiatrique et le milieu de l'art, qui ne sont pas toujours des milieux qui se parlent, nous avons essayé de comprendre ces ateliers et c'est ce que nous vous proposons de partager aujourd'hui dans ces 2 tables rondes. Alors en fait, il s'agit d'une table ronde, mais composée de 2 plateaux. Une première table ronde de 30 minutes où nous nous proposons de répondre à la question de savoir pourquoi et comment l'art fait du bien. Et là, ce thème rejoint le thème de la première table ronde où, c'est vrai, nous avions pensé une première table ronde côté visiteur et côté création, mais on se rend compte que dans le cadre de cette première table ronde, la création se trouve aussi du côté des visiteurs. Et nous allons donc, dans notre premier plateau, parler de cette posture et de cet état de fait. Nous aurons, si vous voulez bien, 10 minutes après cette première table ronde de 30 minutes, nous aurons 10 minutes de débat où vous pourrez poser des questions à ceux qui vont intervenir. Et nous aurons un deuxième plateau sur le devenir et le statut de la production de ces ateliers, que nous avons intitulé « De l'atelier à l'exposition publique ». Et là également, 30 minutes d'intervention et 10 minutes de débat. J'appelle donc sans plus tarder les intervenants de la première table ronde. L'art fait du bien. Béatrice Droma, Silke Schauder, Gaël Le Cerf et Maurice Corcos. Si vous voulez bien me rejoindre. Alors, je vous rappelle que vous avez chacun d'entre vous 7 minutes pour répondre aux questions que je vais vous poser. Et en fait, je vais vous les poser d'emblée et ensuite vous répondez comme vous le souhaitez quand vous prenez la parole. Donc, je me tourne vers Béatrice. Béatrice Droma, vous êtes lauréate concours Égard 2020 pour notre plus grand plaisir. Vous êtes collectionnée par le fonds Art sans exclusion
Vos dessins souvent révèlent de façon à la fois réaliste et très imagée de grandes émotions, voire France. Vous fréquentez des ateliers d'art-thérapie. Donc, la première question, très naturellement, c'est pouvez-vous nous dire ce que l'art-thérapie vous apporte dans votre vie en général et dans votre vie d'artiste? Mais peut-être, si vous le souhaitez et si vous pouvez, nous commenter ces œuvres serait pour nous magnifique. Merci Béatrice. Bonjour. Alors là, je voulais représenter un cœur pressé. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai un passé. Alors, j'ai un passé compliqué. Je suis une ancienne victime de viol et de maltraitance sur de longues années. Il m'est encore difficile de mettre des mots sur mon passé et je m'exprime beaucoup à travers le dessin. Quand j'ai commencé à dessiner, je ne savais pas du tout mettre des couleurs sur mes formes parce que je pense que le rouge, tout ça, me faisait rappeler le sang et la violence et me provoquait, alors je ne sais pas s'il y a des professionnels, des troubles dissociatifs de la personnalité qui pouvaient aller très loin, me perdre dans la rue, enfin ça pouvait aller très loin. Donc j'ai ces symptômes, enfin ces séquelles post-traumatiques sont d'une échelle très élevée sur 10, voire plus. Donc je suis suivie par un psychiatre depuis de longues années et j'ai été suivie par une art-thérapeute derrière un écran pendant longtemps. Mais dans ma vie de tous les jours, ça prend beaucoup de place et pour me lever le matin, il faut que je trouve quelque chose qui me motive pour passer au-delà de tous mes traumatismes qui, quand même, mon cerveau reste quand même marqué à vie. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas simple, mais je le fais. Et j'ai évolué et des fois, je me dis, Béa, tu peux être fière de toi. Donc voilà, ça, c'est le cœur pressé. Et le cœur pressé, quand mes émotions sont trop en violence, trop perdues, quand mon cerveau ne sait plus faire la différence. Donc là, j'ai mis le cœur pressé. D'habitude, on met un citron, mais là, moi, je ne rentre pas dans les cases. Je dis, allez, je vais presser mon cœur. Donc, quand j'ai fait ce dessin, je me suis dit, c'était tellement violent dans ma tête que je me dis, il faut que je le fasse, que je dépose sur ma feuille cette violence. Et quand je l'ai fini, cette œuvre, je l'ai posée sur mon chevalet et je me suis mis à éclater de rire. Parce que je me suis dit, voilà un drôle de citron. Donc voilà, et après j'ai fait le cœur râpé aussi parce que je voulais faire une continuité sur les cœurs. Donc les cœurs râpés, c'est quand on nous a blessés, vraiment, et qu'on se sent mal, voilà, on est vraiment blessé, on n'a plus envie de faire, la plaie est ouverte et voilà. Et donc j'ai râpé ce cœur parce que la personne qui blesse, elle râpe la première partie de la peau du cœur. Et je trouvais que c'était la transformation de râper comme ça, pas un légume, mais un cœur. Donc, sur le moment, ça me parlait. Peut-être moins maintenant, mais sur le moment, c'est ça qui me sortait de la tête. Quand je dessine, il faut savoir qu'il faut que ça me parle dans la tête. Si vous me dites, prenez une feuille et faites-moi ça, moi, je le regarde en 2 fois la personne et je dirais, mais vous n'êtes pas dans ma tête. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens quand vous me posez cette question. Moi, il faut que ça me parle. Donc, je peux très bien me lever la nuit et j'ai une idée, ça me travaille et je la pose sur la feuille. Et le lendemain, je la regarde et je mets les couleurs. Alors, les couleurs, ça peut varier. Hein. Je peux commencer par un bleu et finir par du rouge ou par du noir. Ça peut varier dans les minutes qui suivent, mais c'est ça qui est génial. Moi, je m'éclate. Voilà. Après, dans mes œuvres, les personnes peuvent regarder et percevoir ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est génial parce que moi, je sais ce que j'ai déposé sur ma feuille et ce qui est caché derrière cette œuvre. Comme là, pleurer à chaudes larmes. Il y a des fois, quand j'ai du mal à me lever le matin ou que c'est un peu compliqué, il m'arrive de pleurer comme une enfant. Et pourtant, je suis une adulte. Et des fois, je n'arrive pas à arrêter. J'ai des vécus dans ma vie qui fait que des fois, un rien peut ressortir. Je sors dehors, il y a une parole, un geste, une personne, un visage peut faire remonter mes traumatismes. Et donc, des fois, je me planque dans un coin et j'attends que ça passe. Et des fois, je pleure. Et ça permet de soulager. Et quand on me dit quand je pleure, je dessine encore beaucoup plus et encore mieux. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais moi, voilà. Et donc là, j'ai fait pleurer à chaudes larmes parce que
je trouvais que c'était génial de mettre des robinets qui s'arrêtaient jamais de pleurer. Parce que c'est un peu ça quand je pleure, moi. Et il faut savoir qu'il y a une suite. J'ai fait une suite avec des robinets qui sont éteints et qui a juste une petite goutte d'eau qui est suspendue au bout du robinet. Et je ne l'ai pas encore montré, cette œuvre, parce que je ne suis pas prête dans ma tête à la montrer non plus. Je pense que quand je l'ai dessinée, c'est une période où j'allais aller, ça allait bien, c'est cool, on fait une suite, parce que je voulais donner une suite à cette œuvre. Et puis là, je l'ai rangée. Voilà. Peut-être qu'un jour, je la ressortirai, vous la verrez peut-être un jour, hein, allez savoir. Mais pas maintenant, il faut attendre encore un peu. Voilà. Et moi, je m'éclate quand je dessine, quand je m'éclate, quoi. C'est un monde, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de camisole, il n'y a pas de jugement. Chose que moi, j'ai vécue pendant longtemps et des années. Et ça a été très dur pour moi de passer outre ça, de me dire, tu ne seras pas jugé, fais, dépose. C'est compliqué quand on a été jugé toute notre vie et qu'on se dit, il faut que tu donnes du beau, du moche. Mais depuis quelque temps, quand je dessine, je me dis, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche. C'est posé sur ma feuille, il y a une émotion ou pas. Et les personnes qui regardent mes œuvres, ils les interprètent comme ils veulent. Mais moi, je sais ce que j'ai déposé. Et c'est le principal. Alors, Béatrice, l'art-thérapie. Vous avez fréquenté l'art-thérapie en 2011, je crois. Oui. Et donc, qu'est-ce que, très précisément, la fréquentation de ces ateliers vous a apporté ? Alors, j'ai eu un suivi en ligne par une art-thérapeute qui s'appelle Emmanuelle Césari. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un suivi en ligne, ça peut être très bien derrière un ordinateur, mais il faut quand même quelqu'un à côté. Donc, j'avais mon psychiatre à côté parce qu'il y a du bien et du mal quand il y a un suivi en ligne. Voilà, c'est pas simple. Quand on se retrouve toute seule devant sa feuille, voilà, c'est pas simple. Mais cette aventure, parce que moi j'appelle ça une aventure, hein, m'a permis de ce que j'ai appris par cette dame, de le transformer à ma façon. Et mon but était de le transmettre à d'autres personnes. Cette transmission du bien-être, de pouvoir dessiner, d'exprimer à travers les couleurs et les formes, je trouvais ça génial. Et donc, j'ai ouvert un atelier. Alors, je ne suis pas diplômée, je n'ai pas fait de formation, mais j'ai fait avec mon acquis et le savoir qu'on m'a transmis. Et je trouvais ça génial de le transmettre à d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai ouvert un groupe d'art plastique, ça fait 5 ans, dans une association. Et j'ai continué aussi en même temps à ouvrir un groupe d'art plastique en maison de retraite. Donc, je mélange mon groupe avec les personnes âgées. Et c'est mon petit bébé à moi, c'est mon projet. Et ça dure bientôt 2 ans. Et j'interviens une fois par mois auprès de ces personnes âgées. On est attendu, et c'est génial, quoi. Il n'y a pas besoin de merci. On a juste à regarder les yeux des personnes qui pétillent, les sourires qui sont là. Moi, je repars, je fais, voilà pourquoi tu te lèves tous les matins. Et moi, je dis que ça vaut le coup. Alors, pour revenir à ta question, l'art plastique. Alors, moi, j'ai écrit, et je vous le dis parce que je ne vais pas pouvoir, voilà. Tu as trop de temps pour toi. Ouais. Après un suivi derrière un écran Internet, un suivi en ligne, j'ai découvert que l'art plastique me permettait de rentrer dans un monde à part, un monde où ma liberté était sans limite, sans camisole et surtout sans jugement. Mon cerveau, ma tête cesse pour un temps de me condamner, de me dévaloriser, peut-être même de vouloir me supprimer. C'est aussi surtout pour moi la découverte d'un moment où il est possible de voyager dans un monde moins violent, moins destructeur. L'art-thérapie, pour moi, m'a permis à mon cerveau de respirer de l'oxygène plus saine. Mon attention est alors centrée sur les mouvements positifs et non destructeurs. Le voyage dans les formes et les couleurs, cela me permet de quitter la rumination de mon passé que par moments je prénomme le tueur. Quand je dessine ou quand je peins, je suis moins dans la survie. Je me sens plus vivante. Il y a ce sens qui devient possible. Donner un sens à une forme ou même à notre vie ou à l'instant présent. Ça permet aussi à mon cerveau de ne pas être envahi par mon passé, qui lui me renvoie vers la mort, parfois quand c'est trop violent.
Comme je l'ai dit, dans ce monde, là, je peux créer, imaginer, penser et aussi me penser. Je ne suis plus beaucoup et je suis un peu moins parfois comme victime. J'ai ce regard un peu moins fort. Je peux dire que pour moi, l'art-thérapie est un médicament sans effet secondaire négatif. De plus, les traits, des formes, des couleurs peuvent parfois remplacer les mots que moi, j'arrive pas à mettre encore sur mon passé. Et peut redonner vie d'une autre façon. Remplacer un mouvement de destruction par un mouvement de construction. Celui de créer, celui de faire quelque chose de plus solide, un mouvement de plus solide. Il est possible de laisser s'exprimer mes différentes parties émotionnelles. Quand j'ai commencé à dessiner, au début, je faisais des dessins qui n'avaient aucun sens, qui ressemblaient à des dessins de petites filles. Et je ne comprenais pas. Et c'est avec mon psychiatre aussi que on a parlé des troubles dissociatifs liés aux séquelles post-traumatiques que je supporte tous les jours. Et c'est marrant parce qu'on voit évoluer, par exemple, la partie de Béatrice, la petite fille, évoluer, grandir, peut-être plus dans une sécurité. Ce qui est très difficile pour elle parce qu'elle est restée bloquée dans le passé. Et puis, j'ai rajouté, quand je peins, les couleurs sur mon support se transforment en mots et les mots en arc-en-ciel de couleurs. Cela me fait travailler, entre autres, la bienveillance, l'écoute, la générosité, la confiance et les relations humaines. Une situation qui, pour moi, était très compliquée, les relations humaines, parce que je restais dans mon coin et j'avais tellement peur qu'on me fasse du mal ou qu'on me juge. Je préfère rester dans mon coin, il n'y a plus rien, à me faire mourir, enfin, à me faire disparaître, que les gens ne me voient pas. Voilà. Et dans ma vie d'artiste, c'est ça ? Voilà, peut-être nous dire un peu 2 mots maintenant sur la pérémulation, c'est-à-dire cette posture qui consiste vous-même en tant que personne concernée à animer des ateliers. Peut-être vous pouvez nous dire ce que vous en avez retenu et puis je passerai la parole à Silke qui va réagir sur votre témoignage. Alors, je suis bénévole dans une association qui s'appelle la Table de Jeanne-Marie à Tours. C'est une association qui donne à manger aux Français et aux personnes migrantes qui arrivent en France. Quand j'ai commencé, j'avais 25 personnes autour de ma table. 25 personnes avec des personnes traumatisées qui arrivaient en France, qui ont traversé la mer, qui ont perdu des membres de la famille. J'ai eu affaire à tout. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est de faire face à toutes ces émotions qui parfois me renvoyaient à mon passé. Ça, je l'ai travaillé avec mon psychiatre parce que c'est important de ne pas transmettre ma peur, mes angoisses aux personnes qui étaient autour de la table. C'est un gros travail. Donc voilà, j'ai ouvert mon atelier et il y avait aussi ce côté que je manque encore de confiance en moi. Et je suis très douée, hélas, pour me remettre sans cesse en question. Par exemple, je peux faire un atelier et on me dit bah, c'était génial et tout. Et moi, je me dis, oh là, t'en fais un peu trop. Et là, je me dis, je sais que c'est le passé qui remonte. Mais à le gérer, à mettre stop dans mon cerveau, c'est très compliqué encore, ça. Mais j'essaye, je travaille encore. Hein. Ça se travaille, hein, tout ça. Hein. Et donc, je me dis aussi que je n'ai pas fait d'études pour être art-thérapeute. Et ça, des fois, on me le balance en pleine figure. Comment vous pouvez ouvrir un atelier, vous n'avez pas fait d'études? J'ai répondu, dans ces cas-là, je réponds. J'ai eu un suivi en ligne, j'ai appris, j'ai travaillé beaucoup de mon côté. J'ai surmonté mes limites. J'ai travaillé sur mes traumatismes. Et ce passé me permet aussi de voir quelque chose de beaucoup plus positif dans l'instant présent. C'est ça qui est génial. Après, voilà, ce qui est arrivé, hein, c'est ce que je dis, ainsi la vie. Mais je ne suis pas morte, je suis là. Donc je suis parfois un roseau qui penche, mais je suis un roseau qui se redresse. Il faut juste des fois un mot ou deux de gentillesse. C'est pas grand-chose, mais parfois ça porte beaucoup. Mais des fois, les gens ne comprennent pas tout le temps les séquelles trop post-traumatiques. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas envie de me prendre le chou non plus. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement fort. Et je me tourne vers Silke et j'aimerais que Silke... Oui, on applaudit.
J'aimerais que Silke, qui est professeur en psychologie clinique à l'Université de Picardie, co-responsable d'une formation en art plastique et art-thérapie à Paris-Cité. Vos recherches et enseignements sont entre autres axés sur la médiation artistique, et vous êtes aussi praticienne, vous dit. Et j'ai pensé que ça serait bien pour nous de vous entendre réagir sur ce témoignage de Béatrice. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en tant qu'universitaire et en tant que praticienne après ce témoignage? Oui, tout d'abord, merci donc Bernadette de nous réunir autour de nos passions communes, parce que là, à la fois, nous arrivons à tresser cet après-midi donc les pratiques professionnelles qui nous intéressent tous, le travail donc ensemble et le vivre ensemble avec les personnes en situation de handicap et bien sûr notre passion de l'art. Que tu fais vivre au travers donc Egart, bien sûr aussi au sein de la Gabrielle, avec Gaël qui tout à l'heure nous parlera également de sa pratique. Donc par rapport à mes observations, mes ressentis, je voudrais bien les organiser un peu en 3 temps. Donc le premier temps, bien sûr, est celui du ravissement, de l'émotion esthétique. Effectivement, quand on regarde ce que Béatrice a créé, on ne peut pas ne pas être vraiment touché. C'est une évidence par rapport à ces œuvres qui moi, m'ont beaucoup intéressée de par leur série. Parce que bien évidemment, c'est pas du tout pareil d'avoir des œuvres isolées, individuelles, mais d'avoir des séries, des thématiques qui sont travaillées à vraiment plusieurs reprises et où c'était un peu une des premières questions que j'ai pour vous, à savoir quand vous mettez en place une série, est-ce que d'une certaine manière vous voyez déjà un peu tous les différents maillons de la chaîne, ou est-ce que la série se crée un peu elle-même et rebondit en fonction de vos associations? Donc ça, c'est une première question. En effet, bon, vous ne l'avez pas montré aujourd'hui, mais je me suis documentée sur votre travail aussi sur le site Egart. Vous avez donc un tableau qui m'avait particulièrement intéressé, la pieuvre sur un vélo. Voilà. Parce que pour moi, c'était vraiment, encore une fois, la poésie en acte, c'est-à-dire quelque chose qui normalement ne peut pas exister. C'est quand même ça la poésie. C'est quelque chose qui bondit, qui surgit, qui nous surprend. Et où pour moi, ça apparaissait vraiment un peu comme la définition que nous a donnée Lautréamont par rapport au fait que le beau est donc la rencontre fortuite en fait entre d'un côté un parapluie, de l'autre côté une machine à coudre, sur une table à dissection. Et donc cette espèce d'incongruité, cette surprise entre des objets qui normalement ne se rencontrent pas, m'a semblé particulièrement intéressante, poétique dans votre œuvre. Et après, justement par rapport à cette série des chœurs que vous avez donc choisi à nous montrer aujourd'hui, ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'est que justement, vous n'avez pas choisi le symbole, le petit cœur que nous, on envoie de nos messages donc sur nos SMS. Ce n'est pas le symbole, c'est l'organe. Et là, il y a quand même une sacrée différence par rapport au rôle qu'on peut attribuer au cœur. Là, il y a vraiment quelque chose du côté du corps, du côté de la violence, de la brutalité ressentie qui surgit et qui évidemment n'aurait pas surgi si ça avait été un cœur symbolisé comme nous le connaissons tous. Donc c'est littéralement un cœur
hors corps qui évidemment marque aussi le traumatisme que tout à l'heure vous avez eu le courage à partager avec nous. Donc pour moi, ces séries, c'est vraiment une forme d'aménuisement qui est déclinée, hein, c'est-à-dire un cœur qui est de plus en plus entamé, mais où en même temps, de par le fait que vous le représentez, il est plus si entamé que ça, hein, parce que il est comme retenu par la symbolisation, par l'expression que vous avez choisie, expression très crue, mais en même temps paradoxalement donc apaisante, parce que c'est plus notre cœur à nous, c'est un cœur qui est représenté, hein, et donc vraiment forcément déjà une mise à distance. Donc par rapport à, j'en viens à mon deuxième point, donc par rapport à l'art-thérapie, bien sûr, et je trouvais ça amusant que vous avez choisi la même phrase que moi j'avais notée dans ce que vous avez donc écrit sur le site d'Egarth. Je vous récite si vous voulez bien. Comment faire danser mes pinceaux sur la feuille? Comment faire chanter les mots pour colorier mes journées comme un médicament sans effet secondaire? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, et donc vraiment j'avais choisi exactement donc ce même passage, et là on le voit bien qu'à la fois il y a la jubilation du créé, bien sûr, mais il y a aussi l'aide d'une certaine manière, une forme d'auto-guérison ou en tout cas d'automédication que permet l'art-thérapie, et qui, encore une fois, est pris dans la surprise, dans le mouvement poétique, danser sur une feuille, hein, parce que chaque fois, on a donc voilà, une multimodalité, hein, ce n'est pas une danse dans l'espace, mais une danse des pinceaux sur la feuille, et après aussi faire chanter les mots, hein, donc là, un aspect musical qui, évidemment, encore une fois, nous fait saisir ce qu'il en est de l'art-thérapie. Après, donc, pour ne pas être trop long, juste ce dernier aspect, l'art-thérapie, elle est surtout et avant tout salutaire pour les situations de traumatisme. D'une certaine façon, vous avez auto-trouvé votre meilleur moyen d'expression. Bon, les indications pour l'art-thérapie sont extraordinairement vastes, larges. Cancer, situation de handicap, accident, bon, vraiment, il y a énormément d'indications. Mais par rapport au traumatisme, on est vraiment au cœur de ce que sait faire l'art-thérapie, parce qu'elle arrive à proposer une expression qui soit indépendante, et ça c'est très très important, indépendant de la parole. Parce que la parole, d'une certaine manière, qui nous rend humains, hein, parce que voilà, on dit toujours que ce qui nous distingue des animaux, c'est qu'on sache parler, ou à l'inverse, pour un chien qui est adorable, super intelligent, on dit il ne lui manque que la parole. Bah nous, à partir du moment où nous avons subi un traumatisme, il nous manque la parole. Une de mes patientes a pu dire: c'était une sortie de l'humanité. C'est-à-dire le choc du traumatisme, littéralement, l'a fait donc sortir de la communauté qui est normalement la nôtre, communauté ambivalente, aussi bien indifférent, haineuse, amoureuse. Bon, il y a un tas d'affects qui tournent autour de cela. Mais justement, ce que fait, dans le meilleur des cas, l'art-thérapie pour nous avec nos patients, c'est de faire revenir notre patient dans l'humanité. Et paradoxalement, ce retour se fait beaucoup moins bien par la parole, parce que la parole a été abîmée, que par l'expression symbolique, c'est-à-dire
le dessin, la danse, le théâtre, la vidéothérapie, bon, toute la pléthore vraiment de médias qui existent et qui précisément n'ont pas besoin de la parole pour aider donc le patient à se dire et à dire aussi ce qui lui est arrivé. Hein, donc là, vraiment, j'insiste beaucoup sur ce point. Après, troisième et dernier point, c'est peut-être celui qui est un peu le plus embêtant pour vous tous, parce que je vais être un peu moins élogieuse, un peu plus critique. Quand vous décrivez votre groupe, bon, tout à fait poignant, vraiment très, très intéressant votre témoignage. Pour moi personnellement, et encore une fois, ça n'engage que moi, évidemment, parce que je suis engagée depuis une trentaine d'années dans la formation en art-thérapie, je me permets de questionner quand même un petit peu cette position, parce que pour moi, ce que vous avez vécu, que je reconnais pleinement, dont je mesure vraiment aussi la souffrance majeure générée par les événements, et je mesure aussi tout le travail extraordinaire que vous avez fait grâce à votre psychiatre, grâce aussi pour partie de votre prise en charge en art-thérapie. Pour moi, c'est une condition de pouvoir devenir art-thérapeute. Hein, ce n'est pas un résultat, ce n'est pas une finalité. Pour moi, bon, déjà, de toute façon, on n'a jamais fini de devenir thérapeute, quoi qu'il en soit. Mais pour moi, ce que vous décrivez, bien entendu aussi comme un parcours presque de compétences, parce que vous avez su transformer votre souffrance, et tout le monde est très ému de cela. Pour moi, c'est un début pour une art-thérapie, ce n'est pas une possibilité, parce qu'il y a quand même des éléments transférentiels, contre-transférentiels, il y a un tas de choses où la position autodidacte, moi personnellement, ne me convient pas, mais encore une fois, je l'assume comme étant une déformation professionnelle. C'est parce que j'ai le nez sur ces questions depuis 30 ans et j'en ai fini. C'est très intéressant ce que tu nous dis en tant que professionnel de l'art-thérapie. Et c'est vrai que la pérémulation, pour ce qui nous concerne, dans le médico-social, c'est quelque chose qui vient se surajouter aux professionnels, mais comme l'a dit Béatrice, qui ne remplace pas les professionnels. Ça, c'est extrêmement important de dire ça. Mais Béatrice, je vous donnerai la parole tout à l'heure pour répondre, si vous voulez bien. On va continuer juste à dresser ce tableau des ateliers, et puis ensuite, vous pourrez réagir si vous voulez réagir. Oui, je ne parle pas dans le micro, c'est ça? Ok. Tout le monde m'entend pour autant? Alors, vous avez compris que cette question des ateliers, comme je vous disais, il y a les ateliers d'art-thérapie, mais il y a aussi les ateliers d'expression artistique. Et sont des choses qui, suivant les lieux et suivant les professionnels qui les occupent, ces ateliers, et suivant les personnes même, on les dénomme différemment. Béatrice parle bien d'art-thérapie, parle bien de soins. Silke également parle bien d'art-thérapie. Et maintenant, je vais donner la parole à Gaël Le Cerf, qui, lui, est artiste, médiateur artistique dans un studio d'art numérique au centre de la Gabrielle, qui est une institution médico-sociale qui accueille au total 500 personnes en situation de handicap. Quand je dis accueil, ce n'est pas vraiment le mot, qui accompagne dans la vie de tous les jours 500 personnes. Et Gaël est à l'origine d'un atelier d'art numérique. Il en a conçu l'enseignement, l'animation et puis l'organisation physique. Et il nous dit dans ce livre, où vous découvrirez son écrit, que les expositions et sa façon de travailler avec les personnes est toujours liée à l'espace. Donc, vous parlez de spatialiser votre méthode, Gaël. Donc, pouvez-vous nous expliquer l'importance de ces lieux que vous voyez à l'écran et nous dire également, par la même occasion, dans ces lieux, vous utilisez donc l'outil numérique, et nous dire comment cet outil numérique, vous l'utilisez à plein et comment il est un média important
pour les personnes en situation de handicap mental qui peuvent avoir des troubles du comportement, mais qui ne sont pas malades et qui ne relèvent pas de la psychiatrie et qui ne relèvent pas, là, pour le coup, de l'art-thérapie, mais d'un lieu. C'est un lieu qui est censé faciliter leur expression pour que ces personnes prennent leur place avec les autres et puissent exposer en médiatisant leur rapport aux autres. Donc, Gaëlle, que pouvez-vous nous dire de cet espace qui va... Voilà. Alors bonjour, oui, donc moi je suis donc artiste médiateur à Couleur et Création et artiste plasticien. Et donc j'ai essayé de trouver des réponses aussi issues un peu de mes expériences dans mon propre travail pour pouvoir interpréter une méthodologie entre les arts plastiques, les beaux-arts et les arts numériques. Parce que cette évidence-là, elle n'est pas donnée, elle n'était pas donnée pour moi non plus. Et donc je suis parti un peu de l'espace. On a parlé beaucoup d'espace, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui vient avant les mots, et c'est quelque chose qui me donne des idées, qui sont des ressources. Et donc cet espace de Couleur et Création, voilà, cette construction, cette architecture a été vraiment déjà une ressource, une base de réflexion par rapport à la couleur. Déjà, voilà, comment on peut lier, on a une réflexion par rapport, on pense aussi aux pigments, par rapport à Anish Kapoor, par exemple, de rentrer à l'intérieur de quelque chose. On se souvient du Léviathan au Grand Palais, où on rentrait une mise en abîme de l'architecture dans l'architecture. Donc déjà, comment on rentre dans le bâtiment. Et par rapport à ce public, comment on va particulier, comment on va prouver aussi, avant même de demander qu'il crée, de pouvoir prouver que nous aussi, on est dans une démarche de création, de leur démontrer un petit peu cet acte-là. Et donc, chaque semaine, j'ai essayé de mettre en image un questionnement. Donc, c'est un questionnement qui a duré, puisque c'est ouvert depuis 2011. Et donc, ça a créé comme ça des thématiques qui correspondaient à une trentaine, quarantaine d'œuvres, en fait, présentées toutes les semaines. Et on racontait une histoire. On essayait de comprendre les œuvres, d'essayer de les décortiquer, de les refabriquer, de les repenser avec les réactions de chacun. Alors au début, c'était un petit peu le silence, il y avait une sorte d'étonnement par rapport à amener comme ça des choses un peu inattendues. Mais peu à peu, voilà, essayer de se rappeler d'une semaine sur l'autre, d'un mois par rapport, et d'année en année, comme ça, cette imprégnation qui a imprégné aussi les murs en fait du bâtiment. Et avant même de créer, voilà, on était déjà dans une dynamique de réflexion, d'interaction, de discussion, et qui passait pas toujours par les mots. Pour certains, des fois, il y en a qui arrivaient à parler, et d'autres on passait dans cette grande salle, on voit cette verrière qui était vraiment un lieu d'expérimentation qui permettait de peindre, de créer de la sculpture, des installations, des performances, de suspendre des choses. On avait un plafond et cette verrière tournée vers l'extérieur. Donc ça, voilà, il y avait tout un dispositif qui était déjà là pour pouvoir créer et générer des expressions plastiques. Donc ça a été un peu le démarrage, un peu voilà. Et après, il y a eu ce basculement, c'est-à-dire qu'on voit bien cette grande salle et le cheminement qui s'opère de pièce en pièce. Et c'est ça je me suis appuyé sur cette compréhension de l'espace et du temps pour dérouler la semaine, en fait. Et donc, chaque pièce, après, permettait de faire un basculement vers le numérique, c'est-à-dire on était passé de la matérialité du bâtiment, des murs, et on essayait de dématérialiser. Donc, dématérialiser, c'est prendre en photo, c'est déjà regarder ce qu'on vient de faire, parce quand on manipule un matériau, on devient presque le matériau lui-même. Il faut pouvoir s'en détacher et remettre un champ de pensée, de réflexion. Et donc voilà, photographier. Donc c'était la première étape déjà de regarder ce qu'on avait fait et de prendre de la distance, réfléchir ensemble avec les personnes. Et on est passé un peu plus loin avec l'idée aussi de modéliser, c'est-à-dire que le bâtiment a été modélisé lui-même, de voir notre travail modélisé dans le bâtiment, mais aussi lorsqu'il y avait un espace extérieur qui était proposé, de modéliser l'espace extérieur et de ce qui avait été fabriqué, de pouvoir le projeter dans l'espace extérieur. Donc ce rapport, ce qui est intéressant avec la modélisation, c'est qu'il n'y a pas d'échelle.
C'est-à-dire qu'on passe d'une petite fabrication qui est microscopique à quelque chose de monumental. Donc ça, c'est quand il y a un projet de concevoir une grande exposition, voilà, de petits indices, de petites choses qui peuvent être fragiles, peuvent devenir monuments. Donc ça, c'était une étape. Et grâce au soutien aussi du numérique à la clé digitale, qui est le centre à la Gabrielle, nous avons pu mettre au point, et ça c'est issu, c'est vraiment les dernières un peu images, c'est-à-dire que maintenant c'est eux qui construisent leur musée virtuel. Et donc ce qui était difficile, c'était de rendre accessible la modélisation 3D, et grâce à un informaticien, grâce à une recherche, on a détourné grâce à un jeu, le côté ludique, et c'est devenu un logiciel 3D que eux manipulent et ils construisent l'extension de leur bâtiment de co-création, mais là c'est leur propre musée. Et tout ce qui est fait issu des expositions sont aussi intégrés, les dessins, les peintures, dans leur musée. Là on voit juste une cartographie, mais on peut vraiment se déplacer et rentrer à l'intérieur d'un univers, de l'univers d'une personne. Donc on franchit comme ça des caps. Est-ce que vous pensez que l'outil numérique apporte quelque chose de supplémentaire et pourquoi? C'est-à-dire que là, vous dites qu'ils représentent les choses, mais avec une imprimante 3D, ils modélisent leurs objets. Ils reviennent ensuite à l'objet. Voilà. L'idée vraiment, c'est que le numérique permet de créer un champ de la pensée, quelque chose qui n'est pas... C'est un support, mais pour mieux revenir à une réalité aussi. Donc, il y a des outils qui permettent de ces modélisations de réimprimer, par exemple avec l'imprimante 3D, de refabriquer, mais aussi pour la personne de pouvoir voir l'ensemble, avoir une vision d'ensemble de son propre univers. C'est-à-dire tout ce qui est fait dans les différents ateliers, c'est rassemblé en fait. Et donc ça donne vraiment un outil, c'est comme si on rentrait dans une identité, et que ce soit pour la personne ou pour nous qui les accompagnons, voilà, c'est quelque chose qui est un outil extrêmement précieux et qu'on développe de plus en plus pour chacun. Merci Gaël. Alors je me tourne maintenant vers Maurice Corcos. Maurice, vous êtes à l'IMM ici chez vous, vous êtes chef de service de psychiatrie de l'adolescent et de l'adulte, vous êtes professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l'université Paris-Cité, et vous nous parlez dans ce guide d'un suffisamment bon médiateur. Vous pensez que Gaël est un bon médiateur ou un suffisamment bon médiateur? Ça va être difficile. Non, mais pour vous dire, l'association qui m'est venue est d'abord une phrase de Georges Bataille qui dit que l'amour est d'abord et avant tout une question d'occupation de l'espace. Voilà ce qui m'est venu en l'écoutant. Et la deuxième chose qui m'est venue, c'est qu'il faudrait que je le contacte pour qu'il vienne faire un atelier chez nous. On va en parler. On va en parler, Maurice. Si tu lui laisses un peu de temps, on va lui proposer de venir chez nous. Oui, la question de l'espace est fondamentale. Et ici même a lieu une fois par mois un séminaire psychanalyse et littérature depuis 30 ans. Et la prochaine session a trait à l'architecture et à la question de l'espace. Est-ce qu'on habite une maison ou est-ce qu'une maison nous habite? Le corps de la mère, le corps de l'enfant, enfin bon, tout un tas de choses importantes. Et vous êtes bien sûr invité à venir. Quelle est ta question? Ma question, alors là tu as répondu, puisque je comprends que tu vas nous voler Gaël, mais la question c'est, est-ce que l'art guérit? Nous sommes dans l'art. Non, absolument pas. L'art fait du bien? Non, non plus. Alors dites pourquoi. Et il n'est pas dit, ma chère Béatrice, même si ce que vous dites est tout à fait vrai, il n'est pas dit qu'il ne soit pas dénué d'effets secondaires. Non, qu'il ne faut pas avoir une vision angélique. Par exemple, moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez exposé, c'est ce qui me vient, et ça peut tomber à côté, à plat, hein, vous m'en excuserez, mais c'est la force déstabilisante de votre humour. Contre le tragique, contre l'absurde. Je vais vous répondre à ça. À 2 ans, on m'a laissée pour morte. On m'a hospitalisée pour morte. Et je me dis, donc j'ai pas de souvenir de ça, mais mon cerveau, lui, s'en rappelle très bien. J'ai eu dans mon contexte familial, mon ex, le papa de mes enfants, a eu un lymphome du manteau. C'était très grave. Il peut mourir. Il a été greffé. En 2020, moi j'ai appris que j'avais un cancer moi-même. J'ai 3 enfants. Ma fille, quand elle a appris que j'avais un cancer, elle m'a regardée, elle a pleuré. Elle m'a dit, maman, tu vas pas mourir.
J'ai répondu non. La vie ne m'a pas tuée jusqu'à présent et je vais me battre. Et je me bats toujours contre le cancer. J'aimerais rajouter quelque chose. L'art-thérapie, c'est ça qui m'a un peu sauvée parce que avant de commencer, j'étais dans les médocs. Je voulais juste mourir pour oublier. Quand j'ai commencé à dessiner, ça, j'appelle ça de l'art-thérapie parce que j'étais accompagnée de professionnels, d'un psychiatre et d'une art-thérapeute. Ce que je fais, moi, en atelier, c'est de l'art-thérapie, c'est de l'art plastique, ça n'a rien à voir. Je respecte totalement le domaine professionnel des personnes qui ont fait tant d'années d'études que moi, je serais incapable de faire. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que moi, on m'a aidé à mieux vivre, à plus vouloir mourir autant de fois que je le voulais. C'est l'art-thérapie qui m'a sauvée, un peu. L'art plastique, moi, je voulais juste transmettre le côté art plastique pour permettre aux personnes qui sont autour de ma table de retrouver le sourire, de couper ce lien de solitude. Solitude que moi, j'ai connue pendant le Covid. Ça, moi, j'en parle parce que l'association travaille avec la préfecture de Tours et j'ai eu cette autorisation de continuer mes ateliers d'art plastique. Ce qui était très important pour les personnes, j'ai au moins 12, 13 personnes autour de ma table, elles étaient toutes là parce que le Covid, elles l'ont mal vécu. Et je trouvais très important de passer des moments sans parler. Je veux pas rentrer, je suis pas psy, je suis rien de tout ça. Si je rencontre un problème avec une personne autour de ma table, je l'oriente vers un psychiatre ou une psychologue ou vers l'hôpital Bretonneau qui peuvent prendre la personne rapidement. Voilà. On va peut-être justement passer la parole au psychiatre qui vous avez donné. Merci, mais vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question ou à ma réflexion. Non, je poursuis ma réflexion pour être plus clair, parce que bon, ça peut paraître un peu abrupt et péremptoire. Mais bon, pas question d'être angélique, vraiment. Hein. N'oubliez pas que la sentimentalité est la perversion du sentiment. La sentimentalité, c'est de la haine, donc pas de sentimentalité. Ce que je veux dire, d'abord, je suis impressionné de la force de votre humour qui a un pouvoir, je l'imagine, déstabilisateur de la violence que vous avez subie. Bravo. Ça déstabilise les personnes que je rencontre aussi. Absolument, y compris nous. Et ça, c'est très fort. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie entre la psychiatrie médicamenteuse, pour prendre la plus extrême, et l'art-thérapie. Dans le service d'à côté, toutes les formes de traitement sont là. Mais par exemple, je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais vous l'avez dit, seul devant sa face blanche, sa face blanche est un lapsus, seul devant sa feuille blanche, on est face à la nécessité de créer une vérité de soi, c'est-à-dire de retraverser la douleur et de la transformer, comme l'a si bien dit Silke, en forme, mais aussi en appareil de connaissance. Eh bien, c'est pas simple parce que ça la fait revivre extrêmement douloureusement, comme les dessins peuvent en témoigner. Et bien sûr. Et les éclats de rire sont des éclats qui permettent de diminuer la force térébrante de la violence, mais ils sont des éclats quand même. Et on peut voler en éclats dans un éclat de rire. Bon. Je veux dire par là qu'à ce moment-là, les traitements, quels qu'ils soient, y compris médicamenteux, qui renoncent à travailler de manière créative ce qu'on a subi, qui refoulent, répriment, calment, apaisent, tassent même, pour dire des gros mots, sont nécessaires. On a le temps, prendre son rythme, pas se précipiter vers une douleur qui, si elle est aveuglante, ne vous fera rien créer, et si elle est térébrante, vous retraumatisera. Pour la transformer, cette douleur, en appareil de connaissance, il faut, dans la mesure du possible, un étayage par un médiateur. Bon. Qui permet quoi? Et c'est peut-être la prochaine étape, Béatrice, quand le robinet là n'aura plus qu'une seule goutte, et quand il n'y aura plus de robinet, c'est-à-dire que vous ne créerez pas uniquement contre ce que vous avez subi, mais que vous allez nous sortir un objet personnel qui n'a rien à voir avec le trauma, qui va faire pendant psychique de l'absence de ce qui ne vous a pas été fait. Qu'est-ce que vous allez nous sortir? C'est ce qu'on essaie de faire ici. Quelque chose que la petite fille dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'enfant d'avant le trauma, celle que vous allez retrouver, à qui vous tenez la main, celle qui était innocente, insouciante, inconsciente, et qui jouait, c'est-à-dire qui créait un objet imaginaire, une chambre à soi, d'abord et avant tout, un espace personnel, et qui sera dissocié
d'un trauma qui réorganise la personnalité autour de soi et qui fait qu'on procrastine et que les traumas reviennent sans cesse, et que même dans l'expression artistique, on crée contre le trauma. Il faut arriver à ne pas être défini totalement, définitivement, uniquement par le trauma. Vous pouvez être un artiste qui crée, pas uniquement contre le néant qui vous a été fait, mais à partir d'un souvenir enfoui, perdu, qui n'a plus rien à voir avec le trauma. Voilà la route que je vous invite à suivre. Et je répète, cette route, elle est formidable lorsque la médiation permet un étayage. La médiation, pour dire dans le temps imparti des choses assez rapides, et pour aller dans le sens de la discussion que j'ai avec vous sur la question des effets secondaires de l'art, réfléchissez à ce que deviennent les artistes en dehors de leur art. Vous verrez que ce n'est pas simple d'être artiste. Le médiateur, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Henriet, le médiateur culturel, c'est celui qui fait en sorte d'aider le patient qui l'accompagne à ce que sa débâcle, son chaos, ne vire pas au désastre. D'accord ? C'est-à-dire qui canalise, qui contient, qui limite, qui ne décide pas à la place, qui n'oriente pas, qui co-crée avec un contenant, un espace qui peut contenir un chaos pulsionnel qui sinon se déverserait dans une destructivité plutôt qu'une créativité. Voilà ce que c'est qu'un médiateur. Et pour complexifier la tâche, ce qu'il fait, c'est de différer l'impulsion à dire la violence qu'on a subie, diffracter, la morceler en différents éléments pour qu'elle ne soit pas massivement terrifiante, différer, diffracter et différencier, retrouver une créativité qui ne soit pas corrélée à ce trauma. Voilà l'importance des médiateurs. On peut donc dire que l'art fait du bien quand même. Il ne fait pas de mal. Voilà. Il ne fait pas du bien, il fait quelque chose de mieux que le bien. Non, oui. Il fait du beau. Oui. À chaque pot de fin d'année, moi, je souhaite à tous mes collègues, non pas une bonne année, parce que ça les regarde. Le bonheur, ça regarde, c'est une affaire personnelle. Mais que je leur souhaite une belle année, une beauté, ça, je peux. Eh bien, merci pour ces 4 interventions. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Alors, nous avons 15 minutes de retard, puisqu'on a commencé avec 15 minutes de retard, et il est 17h30, il nous reste encore une demi-heure. Je vous propose de garder vos questions et de les poser après la deuxième table ronde. Donc, cette table ronde, c'est de l'atelier à l'exposition publique. Alors, on note aujourd'hui un grand intérêt pour ces ateliers, mais on note aussi un grand intérêt pour les objets et les dessins et les peintures qui sortent de ces ateliers. Et nous nous y sommes intéressés et nous allons, avec la deuxième table ronde, nous interroger sur le statut de ces œuvres et sur leur devenir, sur les droits des artistes et sur les devoirs des ateliers. J'invite donc les intervenants. On remercie encore nos 4 intervenants. Et j'invite donc Françoise Adenbaum, Marie-Hélène Vigne, Karl Avlange et Marie Giraud sur ce deuxième plateau. Françoise, c'est vous qui allez introduire cette table ronde. Vous êtes directrice du MIAM, experte auprès de la Chambre européenne des experts d'art et aussi membre du comité de sélection artistique d'Égard. Vous avez sélectionné pour Égard et le fonds Art sans exclusion Amine Bancha, dont les dessins apparaissent à l'écran. Donc Amine, il est lauréat Égard 2023. Il vit au Maroc et il fréquente un atelier, l'atelier de l'Amsat à Rabat. Inconnu complètement des milieux artistiques contemporains, vous avez sélectionné pour nous Amine. Je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'atelier est considérée comme une œuvre pouvant intéresser une galerie, un musée? Et je voudrais aussi savoir si le marché est la seule mesure à la qualité d'une œuvre. Donc 3 questions différentes, mais déjà, pourquoi Amine? Quand on vous a présenté ce cahier, qu'on a ramené donc de Rabat, eh bien vous l'avez sélectionné et du coup maintenant Amine est collectionné par ce fonds Art sans exclusion. Il a un prix
il est coté et il intéresse aujourd'hui le musée d'art brut de Lausanne, avec qui nous sommes en négociation pour qu'un des cahiers soit acheté à Lausanne. Donc vous voyez le parcours grâce à vous. Donc pouvez-vous nous dire pourquoi Amine? Merci de nous recevoir autour de ces tables rondes passionnantes. Bonjour à tous. Alors, on va peut-être exclure le marché puisque la première question porte simplement sur pourquoi ce choix. Oui. Donc, je reviendrai peut-être sur certains textes que j'ai écrits pour Égard auparavant, à savoir que la décision de choisir un artiste d'abord et une œuvre après est une décision qui est un engagement. C'est très important, c'est de savoir que c'est un engagement au même titre qu'on va accepter ou non une donation pour un musée. Enfin, c'est vraiment un engagement, je dirais, presque physique. Alors, avant tout, je dirais que c'est une décision antidémocratique. C'est pas une décision facile, parce que si elle était facile, ça s'appellerait pas décision. Mais c'est une décision antidémocratique. C'est-à-dire qu'en phase 1, je dirais, on a une impression, comme quand on voit une personne, on a envie de dire oui ou non. Et après, la décision va être étayée par le contexte de l'œuvre plus général et par le raisonnement. Mais en ce qui me concerne, de la même manière que lorsque je choisis peut-être les tableaux pour une exposition quand je suis commissaire au MIAM ou même le narratif d'une exposition, en premier, c'est vraiment quelque chose de très spontané. Alors maintenant, je peux expliquer mon raisonnement, puisque je dirais que ma première impression sur Amine, quand donc Bernadette Grosdieu me l'a montré, j'avais envie de dire oui tout de suite. Pas parce que c'est Bernadette qui me montrait, bien que c'est toujours, on dit dans l'art que le canal par lequel on reçoit l'image peut être parfois aussi important que l'image. C'est-à-dire que la personne qui nous montre l'œuvre et qui apporte l'œuvre est toujours très importante parce que c'est un médiateur. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est une espèce c'est un acharnement. Voilà, je dirais en premier, c'est un acharnement, une récurrence sur une feuille de papier. C'est pas seulement un ensemble de ronds avec des couleurs, avec une chromie spécifique. C'est un ensemble de ronds, effectivement, avec une chromie, mais avec un grattage du papier. En fait, je dirais que l'image est un peu insuffisante. C'est presque une sculpture. On est presque entre la 2D et la 3D. Et puis voilà, puis la façon dont il s'acharnait, ce travail de récurrence qui est toujours très, très étrange. Voilà, c'est ce qui m'a... Donc, j'ai pas... Concernant Amine, parfois, des fois, j'hésite. J'ai pas hésité, en fait. Non. Hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui fait que cette œuvre d'atelier, vous considérez que c'est une œuvre qui peut, pour le coup, passer votre émotion et arriver dans une galerie ou dans un fonds de dotation? Parce que vous êtes également sélectionneuse pour ce fonds de dotation qui accompagne Égard et qui constitue une collection. Donc là, quand vous conseillez ce collectionneur, vous passez une étape. Alors, moi, ce qui m'intéresse toujours dans une œuvre, quel que soit l'auteur, c'est la solidité de l'œuvre. Et la solidité de l'œuvre, c'est pas l'œuvre toute seule, c'est quand on va la mettre à côté d'artistes bruts ou contemporains, peu importe, c'est une œuvre. Je dirais que moi, ça m'intéresse pas tellement finalement de savoir la pathologie, d'où il vient, de quel continent, parce qu'en ce moment c'est la mode. Je dirais que je mets tout à plat, et c'est un peu la caractéristique de notre musée, le MIAM, de déhiérarchiser. Donc, je me dis, est-ce que Amine Benchat, si je le mets à côté d'un Sol Lewitt
ou bon, là je parle d'une œuvre minimale connue qui n'a rien à voir. On est aux antipodes de Amin Benchad, puisqu'on parle d'un artiste américain qui est mort, qui était un pionnier de l'art minimal et qui est dans tous les plus grands musées américains. Et ben si je mets un Amin Benchad à côté d'un Sol Lewitt, ça tient le coup. Voilà, okay. C'est tout. Très bien. Et le marché dans tout ça? Le marché, pour moi, est-ce que c'est vraiment important? Alors quand même, Amin, ce cahier, il l'a vendu. Et pour Amin, qui n'avait jusqu'alors jamais vendu une seule œuvre, il a été vendu donc à un prix tout à fait convenable, je peux le dire, 1 500 €. Donc on peut voir le cahier. C'est pour Amin quelque chose, c'est une reconnaissance et c'est quand même une mesure. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une première transaction. Donc ça, c'est super important. C'est une première transaction à un prix qui est tout à fait honnête, je dirais juste, équilibré. Le marché, il va tenir compte de la solidité de l'œuvre et puis de toutes les choses qui vont se mettre en place autour de lui, de la perspective que Eghardt et ce fonds de dotation s'est très bien donné dans cette mise en place autour d'artistes qui sont beaux ou pas, contemporains, etc. Et il va faire son chemin. Bon, j'ai vu des très bons artistes qui plafonnaient un peu, et puis peut-être dans 40 ans, ils vont décoller pour une raison ou pour une autre. Ce qui est sûr, c'est que comme Amin, là, il a déjà... C'est le premier pas qui est le plus difficile. Voilà. Donc, c'est le premier pas, c'est ça qui est énorme, en fait. Et après, c'est comme dans un ruisseau, quoi. C'est comme un petit poisson. À un moment donné, il va voir la rivière, ou ça va être plus tard. On verra. On verra. Alors, je me tourne sur on verra sur Marianne Vigne. Donc, Marianne Vigne, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit d'auteur et en droit de l'art. Vous avez écrit un livre fantastique, Les procès de l'art, petite histoire de l'art et grandes affaires de droit. Et vous avez largement contribué à notre premier guide de bonne pratique pour l'écriture de la notice biographique des artistes en situation de handicap mental ou psychique. Donc, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est quels sont les droits de ces personnes en situation de handicap quant à leurs œuvres produites dans ces ateliers, et qu'en est-il du coup des devoirs de ces ateliers? On sait très bien dans l'histoire de ces ateliers que ces objets n'ont pas toujours été considérés, respectés, ils ont pu être récupérés par des professionnels, par des marchands. On connaît cette histoire, et vous êtes celle qui nous avait donc, je dirais, appris à Eghardt à respecter ses œuvres et à parler de ses droits de ces personnes. Donc, merci de ce que vous pouvez. Merci de nous dire. Merci Bernadette. Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Je veux faire une toute petite précision pour commencer. Le livre Les procès de l'art, je l'ai écrit avec Céline Delaveau, qui est une formidable historienne d'art. Voilà. Alors, vous me demandez quels sont les droits d'abord des personnes qui créent des œuvres dans le cadre d'ateliers. Alors, il n'y a évidemment aucune distinction à faire entre les droits des personnes en situation de handicap et ceux des autres personnes, naturellement. Tous les créateurs, quelle que soit leur situation, quel que soit le fait qu'ils soient majeurs, mineurs, professionnels, amateurs ou autres, en situation de handicap ou pas, ont le même droit, bénéficient tous du droit d'auteur. Je dirais qu'il n'y a pas non plus de distinction à faire selon la qualité des œuvres, selon le type d'œuvre. Nous autres juristes ne prétendons pas, Dieu merci, être historiens d'art. Par conséquent, nous ne nous intéressons pas au caractère artistique ou esthétique de l'œuvre, peu importe le mérite, peu importe la forme d'expression, peu importe le type d'œuvre, tout cela nous est complètement indifférent. Nous ne discriminons jamais entre les œuvres. En fait, il y a une seule chose qui nous importe, c'est la question de l'originalité. Pour conférer le droit d'auteur à une œuvre et donc à son créateur, nous recherchons si l'œuvre est originale, et la plupart du temps, l'œuvre est originale. Un faible degré d'originalité suffirait d'ailleurs. Voilà.
Et donc, si elle est originale, elle est automatiquement protégée par le droit d'auteur. C'est la magie du droit. Hein. À partir du moment où on a ce début d'originalité, il n'y a aucune formalité à faire pour que l'auteur jouisse de deux types de droits. Hein. C'est ce qui fait le droit d'auteur. Vous savez sans doute, il y a un droit moral qui peut être défini d'une certaine manière comme le lien intime qui unit l'auteur à son œuvre. On a une conception assez romantique de l'œuvre en droit d'auteur français. Et puis, il y a un droit patrimonial qui est beaucoup plus concrètement ce qui permet à l'artiste de tirer un profit financier de l'exploitation de son œuvre. Voilà. Donc, les droits que l'atelier ou la structure qui dirige l'atelier devra respecter, eh bien, c'est ce droit d'auteur au premier chef, et elle devra le faire parce que c'est la loi qui le dit. Hein. Elle n'a absolument pas le choix en la matière, et cette loi, c'est le Code de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement sa première partie qui en parle. Alors, avant de voir brièvement, je vous rassure concrètement les devoirs plutôt de l'atelier, je rappelle qu'il y a un principe fondamental dans notre droit d'auteur, c'est qu'il faut bien distinguer entre l'œuvre elle-même, donc le dessin, enfin l'œuvre matérielle, son support, c'est-à-dire la sculpture, le dessin ou autre, d'une part, et les droits d'auteur. Ce n'est pas parce que l'œuvre est vendue sur le marché, par exemple, ce n'est pas parce que l'œuvre est vendue que les droits d'auteur sont vendus. Absolument pas. On cède le bien matériel, mais l'artiste, bien qu'ayant cédé son œuvre, demeure investi de son droit d'auteur, donc le fameux droit moral et le fameux droit patrimonial. Voilà, donc même s'il n'est plus propriétaire de l'œuvre, il garde ses droits. Alors, la première question que je me suis posée en vous écoutant, c'était celle de la propriété matérielle de l'œuvre. Hein. Il faut bien comprendre qu'une œuvre qui est réalisée, même avec des moyens qui seraient fournis dans le cadre de l'atelier par une personne, eh bien cette œuvre, il y a tout lieu de penser qu'elle appartient à l'artiste et à lui seul. Il y a eu beaucoup d'abus par le passé, avec des œuvres qui étaient récupérées dans le cadre asilaire, comme on disait, alors qu'en vérité, ces œuvres appartiennent à leur créateur. Ça, c'est un premier principe donc de propriété matérielle du support de l'œuvre. Donc, il est bien évident qu'une structure ne pourrait vendre une œuvre d'un artiste que pour autant qu'elle ait précédemment acquis cette œuvre de l'artiste, ou deuxième hypothèse, pour autant qu'elle ait reçu un mandat, un pouvoir en quelque sorte, de la part de la structure pour pouvoir vendre l'œuvre, le cas échéant, avec une commission. Mais voilà, les choses doivent être faites en pleine transparence, et elles doivent être faites avec encore plus de transparence à partir du moment où on a affaire à une personne en situation de handicap et qui peut-être sera sous un régime de protection. Je pense par exemple à un régime de tutelle, à un régime de curatelle, un régime d'habilitation familiale ou de sauvegarde de justice, et qui justifie que dans ce cas, eh bien, on respecte non seulement toutes les règles du droit d'auteur, mais également celles qui viendraient se superposer concernant ce régime de protection d'un adulte. Alors, j'ouvre ici une parenthèse. Je souligne à nouveau qu'il faudra donc penser à mettre dans la boucle un tuteur, un curateur ou un autre mandataire qui devrait intervenir. Alors, que doit concrètement faire maintenant la structure pour respecter le droit de l'auteur ? Eh bien, d'abord, elle doit veiller au respect du droit moral et, au premier chef, à ce qu'on appelle, ça fait partie du droit moral, le droit de divulgation. Le droit de divulgation, c'est quoi ? C'est un droit qui permet à un créateur de décider si, oui ou non, il veut communiquer son œuvre au public. Il a tout à fait la possibilité de dire « Eh ben moi, mon œuvre, j'ai pas l'intention de la montrer à quiconque, je la garde. » Et il le fait, je dirais, œuvre par œuvre. Pour chacune de ses œuvres, il décide si, oui ou non, il veut la divulguer. Et ceci, quel que soit son régime de protection. C'est-à-dire qu'un artiste qui serait en tutelle pourrait seul décider, même si son tuteur a une vision différente des choses, que non, il ne communiquera pas son œuvre au public. Donc c'est un droit qui est vraiment un droit extrêmement personnel. Donc droit de divulgation, pas de divulgation sans autorisation de l'artiste. Le deuxième droit qu'il faut respecter,
Alors, c'est pas toujours respecté, ces histoires de droit de divulgation, et donc je me permets d'insister. Le deuxième point, c'est la question du droit à la paternité, qui en général est mieux respecté. C'est le fait qu'il faut créditer l'auteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise l'œuvre d'un créateur, quel qu'il soit, eh bien, il faut mentionner son nom, son prénom, ou s'il préfère, son pseudonyme. Voilà. Donc, il faut voir comment l'auteur souhaite être crédité. Il pourrait même décider de rester anonyme, mais en vérité, c'est très rare. Voilà. Donc, il faut penser au droit à la paternité, et puis il faut penser, troisième élément du droit moral, au droit au respect. De quoi s'agit-il? Eh bien, du fait qu'on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre. L'œuvre, elle doit être communiquée comme l'a souhaité l'artiste. On ne peut pas la déformer, la recadrer, la mettre en noir et blanc si elle est en couleur ou inversement. On ne peut pas non plus la dénaturer. Là, c'est plus l'esprit de l'œuvre, c'est-à-dire l'utiliser dans un contexte qui n'est pas celui que souhaite le créateur. Voilà. Et puis, il y a les prérogatives au titre du droit patrimonial qui font que pour exploiter une œuvre, parce que c'est comme ça que cela s'appelle en droit d'auteur, pour exploiter une œuvre, par exemple pour l'exposer, eh bien, il faut une autorisation du créateur. Et cette autorisation, elle peut être donnée donc soit par l'artiste lui-même, après son décès par ses ayants droit, soit par un organisme de gestion collective, s'il fait partie d'un tel organisme. Il y a par exemple l'ADAGP. L'ADAGP accueille un certain nombre d'artistes d'art brut. Nous avions fait un colloque là-bas, et par conséquent, ça pourrait être à cet organisme de donner l'autorisation si l'auteur en est membre. Et cette autorisation, bien sûr, elle devra être monnayée. Alors pendant très longtemps, on a considéré qu'exposer un artiste, bon, ma foi, c'était quelque chose qui pouvait être fait gracieusement, mais tout le monde avait l'air de trouver ça normal, sauf quand même les artistes eux-mêmes, je le précise. Aujourd'hui, il y a un principe selon lequel l'exposition doit faire l'objet d'une rémunération au profit des auteurs. Il y a par exemple des recommandations du ministère de l'Intérieur à ce sujet. Il y a des tarifs qui sont édictés par les organismes de gestion collective aussi. Voilà. Donc cette autorisation, elle est nécessaire pour exposer, mais aussi pour reproduire ou diffuser l'œuvre. Je pense par exemple au fait de mettre dans un catalogue d'exposition, dans un ouvrage, dans une revue, une œuvre ou encore sur un site internet. Il faudra bien sûr avoir une autorisation qui suppose un contrat écrit et un petit formalisme. Un formalisme assez soutenu en vérité, pour que l'autorisation soit valable d'un point de vue juridique. Voilà. Alors je signale aussi qu'il y a un autre droit patrimonial pour les artistes qui est le droit de suite. C'est un droit qui est ouvert pour le coup lorsqu'une œuvre physique, lorsque le support matériel d'une œuvre fait l'objet d'une vente sur le marché de l'art par le biais d'un professionnel de l'art. Il y a une rémunération ici qui est versée à chacune des reventes de l'œuvre au profit de l'artiste. Donc c'est ce droit qu'il convient de respecter non seulement du vivant de l'auteur, mais aussi au-delà de sa mort. Le droit patrimonial, il est valable pendant 70 ans après la mort de l'artiste, et le droit moral, lui, est perpétuel. Il ne s'éteint jamais. Voilà. Donc pour conclure d'un mot, je voudrais dire que on parlait tout à l'heure des effets de l'art sur les personnes qui pratiquent dans ces ateliers. Je voudrais dire que le droit aussi a un effet, me semble-t-il, curatif, car ce que j'observe, c'est que lorsque l'on respecte, comme il se doit, comme le prévoit la loi, le droit d'auteur, et que de cette manière-là, on permet à l'auteur de bénéficier de reconnaissance et de rémunération, eh bien cela peut aussi avoir des vertus curatives, à la fois sur le bien-être, mais aussi sur la santé physique et mentale des personnes. Voilà. Merci Marie-Hélène. C'est extrêmement important ce que vous nous dites. Nous savons, pour fréquenter ces lieux d'hôpitaux psychiatriques ou d'établissements médico-sociaux, que ces droits n'ont pas toujours été respectés et voire qu'ils n'ont très rarement été respectés au début de ces ateliers. Alors aujourd'hui, grâce à vous, grâce à une action comme celle que nous menons à Égard, où nous nous battons vraiment sur cette question des droits, je pense que les personnes sont considérées comme des artistes à part entière, en tout cas des créateurs à part entière.
Oui, des créateurs à part entière. Et c'est vrai que cette question du droit, comme vous le dites si bien, guérit. C'est-à-dire que la question de la reconnaissance, la question du prix de l'œuvre est très importante. Alors, je me tourne vers Karl. Karl, vous êtes directeur artistique du Trinkoll, le musée, donc un des musées qui, à ma connaissance, est un des seuls musées qui se consacre à cette création des ateliers. Et là, dans le cheminement de ces œuvres, on a vu, donc elles sont choisies, et puis elles peuvent être donc vendues, ou en tout cas reproduites. Vous bouclez la boucle, en quelque sorte, par ce que vous permettez à ces œuvres, donc du CREAM, qui c'est une association qui gère des ateliers, d'être conservées et exposées dans un musée. Alors, pourquoi un musée? Comment un musée? Est-ce que toutes les œuvres qui sont au Trinkoll sortent des ateliers du CREAM? Est-ce que vous avez d'autres œuvres qui viennent d'ailleurs? Mais avant toute chose, par rapport à ces droits, comment vous situez l'histoire du CREAM et l'histoire de ce musée? Est-ce que vous êtes à l'aise? Comment vous voyez les choses? Tout d'abord, je pense que les questions que nous débattons aujourd'hui sont extrêmement importantes. Et ce que vous venez de dire me porte plus que jamais à avancer, Bernadette, dans ce projet de faire en Belgique un surjon d'égards pour permettre effectivement de rendre plus transparentes les transactions qui de plus en plus intensément aujourd'hui concernent et affectent ce type d'œuvre. Alors, je vais dire deux mots seulement du musée, puisque le temps est déjà bien avancé, nous sommes bien en retard. Simplement pour on a dire... encore 15 minutes. On a encore 15 minutes. Mais donc toi, tu as 7 minutes. 7 minutes, bon. Donc, et Marie conclura. Donc, effectivement, ce musée, comment dire, tout en gardant cette position de modestie qui nous importe, est unique au monde, puisqu'il réunit une collection d'œuvres d'art, j'espère que la démonstration n'est plus à faire, qui ont toutes été réalisées, et c'est la spécificité de la collection, en contexte d'atelier, par des personnes fragiles, généralement en situation de handicap mental ou de déficience cognitive. Ça, c'est la manière dont nous pouvons, en quelques mots, circonscrire la nature de cette collection. Mais qui pose aussitôt la question que vous posiez tout à l'heure, qui est celle des catégories. Que faire de ces œuvres? Comment les choisir? Comment les considérer? Et au fond, la réflexion que nous avons menée, et j'ai le sentiment que cette question des catégories a traversé à peu près l'ensemble des discussions que nous avons eues aujourd'hui. Comment les considérer, ces œuvres? Est-ce que, par exemple, le fait qu'elles aient été réalisées en atelier par des personnes en situation de handicap mental dit quelque chose de leur nature du point de vue esthétique? Ces œuvres, vous le savez, ont été au cours des dernières années, les œuvres d'atelier, un peu enrégimentées. À mon avis, c'est le produit d'un immense malentendu, sous la bannière aujourd'hui commune de ce qu'on appelle l'art brut, et d'autant plus facilement enrégimenté sous cette bannière que l'art brut, ce qu'on appelle l'art brut, a un peu le vent en poupe sur le marché de l'art aujourd'hui. Mais comme on ne trouve plus un facteur cheval sous le talon d'une chaussure, certains galeristes, collectionneurs, opérateurs, pas toujours scrupuleux, ont fondu littéralement sur les créations d'ateliers pour, je caricature un peu, mais le temps est court, donc pour rafler des œuvres complètes d'artistes, d'ateliers, et les faire valoir alors sur le marché de l'art au nom de l'art brut, avec parfois toutes les indélicatesses et le flou juridique que ça suppose. Notre réflexion à propos des catégories a été celle-ci. Est-ce donc de l'art brut? Je ne vais pas faire trop de commentaires à propos de l'art brut, mais on sait bien que l'art brut
cette notion qui se modifie sans cesse, proposée par Jean Dubuffet au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, désigne, dans un contexte historique très précis, des œuvres réalisées par des gens, dont des artistes, dont Dubuffet prétendait qu'ils n'étaient contaminés par aucune forme d'apprentissage ou de culture, hein, d'une part, et qui révélait une forme de vérité, d'essence de l'art, étant donné, qui était comme donné par cette solitude très romantique, cette souffrance, cet abandon dont ils étaient à la fois l'objet. Or, qu'en est-il de l'art en atelier? C'est juste l'antipode de l'imaginaire qui continue de nourrir en ses divers sillages la notion d'art brut. C'est un art de très haute culture, me semble-t-il. L'atelier, qui est un collectif, et on l'a vu encore à l'instant, l'atelier fonctionne sous le régime d'un compagnonnage, un compagnonnage entre les artistes fragiles, dirons-nous, et les animateurs artistes eux-mêmes qui les accompagnent. C'est un art compagnon, où se trouve mobilisé tout ce qui constitue la culture. L'influence, l'affiliation, la tradition d'une certaine manière, l'histoire et plus que tout le collectif. Un art compagnon, c'est un art qui se fait sans du tout affecter l'identité d'auteur de chacun de ces artistes, mais c'est un art. L'atelier est un endroit où l'on fait société, dès lors où l'on fait culture. Nous avons donc décidé, et j'en termine parce que je suis persuadé que mes 7 minutes sont quasi épuisées. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et donc, quand on a créé, ou plus exactement recréé ce musée il y a peu d'années d'ici, on s'est demandé, mais comment allons-nous appeler comment allons-nous la désigner? C'est pour ça que comment allons-nous choisir, en quelque sorte? Et nous nous sommes rendus compte, c'était une excellente nouvelle, que le handicap mental ne génère pas à soi seul une esthétique particulière. Donc nous avons décidé, après avoir examiné les autres expressions, outsider, singulier, différencié, qui se prêtent à ce portillon des catégories, nous avons décidé de suspendre la question des catégories et de nous définir, et c'est là que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, comme un musée d'art contemporain. Avec, et dès lors, la manière dont nous choisissons, ça modifie tout, se fait selon ce principe, pas tout à fait subjectif, que vous disiez tout à l'heure, mais de rencontres avec des œuvres dont on examine la solidité, que disiez-vous, des œuvres, c'est comme ça que nous les choisissons au Trinquol, que le regard n'épuise pas et qui continuent à nous adresser un certain nombre de questions alors que nous les exposons, alors que nous les conservons, alors que nous les étudions. Et donc, un musée d'art contemporain, tout simplement, avec tout ce que ça ouvre comme possibilité de recherche et de manière d'éprouver, de comprendre ces œuvres, un musée d'art contemporain avec 2 caractéristiques, mais qui ne sont pas esthétiques, seulement contextuelles, la création en atelier, dont j'aurais énormément à dire, mais voilà, le temps me manque. L'atelier qui est ce dispositif de création très singulier, très particulier, qui arrive dans nos sociétés à peu près à la fin des années 60 et dans les années 70, pour toute une série de raisons historiques et sociologiques très précises. L'art en atelier, fait par des personnes fragiles, où l'on a cette collection au Trinquol d'œuvres dont la fragilité des artistes ne signifie aucunement médiocrité ou faiblesse, mais au contraire puissance. C'est pour ça que si je devais résumer, si nous devions résumer d'un mot ce que nous cherchons à célébrer dans ce modeste musée d'art contemporain, ce serait la puissance expressive des mondes fragiles, cela qui nous renvoie comme en un miroir à ce que l'on peut appeler plus généralement la condition artistique, d'autant plus aujourd'hui dans la société qui est la nôtre. Bernadette, je suis persuadée que j'ai trop parlé. C'est pile à l'heure. C'est pile à l'heure, donc je m'arrête. Voilà. Donc, je vous remercie, Karl. Vous retrouverez toutes ces interventions dans le guide
que nous vous présentons aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, et je remercie Matmut de nous donner l'occasion de faire cet événement. Et c'est Marie Giraud qui donc est chef de projet artistique à Égard, mais qui est aussi journaliste, notamment à Artension, et membre de l'Association internationale des critiques d'art, qui a assuré la coordination du choix des intervenants, qui a donc conçu ce guide et qui en a été donc le maître d'œuvre. Donc Marie, pouvez-vous nous dire comment vous avez conçu ce deuxième guide et comment il peut être utilisé par les personnes concernées par la médiation professionnelle, personnes en situation de handicap? Il y a un document Falk à la fin. Donc, et puis par la même occasion apparaît le premier guide que vous avez également coordonné sur la notice biographique. Pouvez-vous, à cette occasion, nous en dire un mot de la filiation entre ces deux guides notamment? Donc, merci de me donner la parole et de me donner l'occasion de vous présenter cet ouvrage qui est avant tout un ouvrage collectif. Il y a plusieurs dizaines d'auteurs, de contributeurs dont vous retrouverez les témoignages ou les analyses. Égard est une structure qui accompagne des artistes en situation de handicap psychique ou mental, mais c'est aussi un centre qui travaille. Égard travaille aussi comme un centre ressources qui produit de la réflexion, qui produit des notices techniques. Et c'est effectivement voilà, le deuxième ouvrage de cette collection. Donc le premier était consacré à la notice biographique, c'est-à-dire, Marie-Hélène Vigne vous en a déjà parlé, et Bernadette aussi, mais en réalité, on a fait une plongée sur la question du choix de l'artiste et de connaître son avis. Sur quoi? Sur la manière de parler ou non, à son choix ou non, enfin, ou oui, de sa vie privée. C'est-à-dire, comme vous savez, une notice biographique, on y parle de l'œuvre, et ça peut être éventuellement la part de l'historien d'art ou du critique d'art, mais on y parle aussi en partie de la vie de l'artiste. Et donc, c'est à son choix de savoir si on en parle, on n'est pas obligé, et comment on en parle. Donc, et ça, on part de l'ADN même d'Égard, qui est tous les jours d'avoir des artistes en face de nous, avec lesquels souvent il faut redémarrer un récit, et un récit qui soit publiable, d'abord acceptable par eux, construit avec eux, et transmissible. Voilà. Et c'est aussi un travail éminemment constructeur, et pour Égard, et pour l'artiste avec lequel on fait ce travail. Donc ça, c'était le premier guide qui commençait par un très long tunnel juridique sur la question des droits, parce que c'est quand même bien de cela qu'il s'agit. Pour ce second guide, Égard a fonctionné différemment. C'est-à-dire que on s'est posé la question de comment se fait-il, parce que cette question a été abordée tout à l'heure déjà par la question des musées, mais aussi par le premier plateau Égard, et puis par vous, Karl. Il y a énormément d'ateliers d'expression plastique ou d'ateliers d'art-thérapie qui se sont développés partout dans le monde et qui, peut-être, font du bien. Donc là, la question est toujours se pose. En tout cas, tous les contributeurs qui nous ont envoyé leurs textes, en grande partie. Donc là, vous avez une carte qui vous présente l'ensemble des contributions. Nous n'avons travaillé presque que sur l'Europe, et il y a une art-thérapeute, une médiatrice art-thérapeute, qui effectivement travaille aussi à New York. Mais vous voyez, nos amis, nos contributeurs sont à Rabat au Maroc, sont également en Grèce, mais aussi en Suisse, en Belgique, et puis bien entendu en France. Voilà. L'ensemble de ces contributeurs, quand nous nous sommes retrouvés avec l'ensemble des textes, l'ensemble des témoignages sur comment ça se passe à l'intérieur d'un atelier, comment ça se passe à l'intérieur en séance d'art-thérapie, on s'est aperçu que le point commun
parce qu'il y a de multiples manières, de multiples statuts en fait professionnels pour ces différents intervenants. On peut parler d'infirmiers psychiatriques, mais il peut y avoir aussi tout simplement des animateurs, il peut y avoir des gens qui ont fait des formations d'art-thérapie, des gens qui sont des artistes et qui arrivent avec leur savoir-faire. Et donc, quand on a eu devant nous toute cette mosaïque de professionnels, on s'est dit on a cherché un point commun, c'est-à-dire on a essayé non pas de simplifier, parce que chaque expérience est unique, mais on a essayé de trouver des outils pour pouvoir penser et pour pouvoir avancer, et que ce guide serve à quelque chose. Et donc, on a trouvé des outils, notamment chez les gens qui sont tous ici, tous les contributeurs qui sont présents aujourd'hui et ceux qui ont écrit d'une manière générale, mais plus précisément auprès de Jean-Pierre Klein, qui était là tout à l'heure et qui a créé dans les années 80 la première, en France en tout cas, la première école d'art-thérapie, mais également M. Corcos, qui nous a permis d'approfondir encore cette réflexion. Et ce qui explique que la partie centrale de l'ouvrage est une partie centrale qui a été conçue, comme on dit en physique, comme le moment. Et c'est ce moment, j'ai envie de dire, on rapproche la focale, on est dans l'atelier, on est en séance, et on a cette triangulaire magnifique qui est la personne en état de fragilité, ou en situation de fragilité, ou en état de situation psychique ou mentale. On a le médiateur ou la médiatrice, qu'il soit infirmier, qu'il soit animateur, qu'il soit art-thérapeute. Et on a ce troisième élément qui est le médium artistique. Et c'est ce que disaient les différents intervenants tout à l'heure, la parole n'est pas, Madame Schauder, la parole n'est pas forcément toujours de mise. Donc, à partir de cette triangulaire, il y a une expression, une phrase qui a été déterminante et qui vient de Jean-Pierre Klein, qui a été de dire le lien entre tous ces intervenants est qu'ils connaissent de l'intérieur l'art qu'ils proposent. Et on a trouvé que c'était une des clés. Moi, je ne viens pas du milieu médico-social, je viens du monde de la critique d'art, de l'histoire de l'art. Et j'ai trouvé que cet outil était un outil peut-être pas parfait, mais en tout cas bien pratique pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et puis, alors voilà pour l'art qui fait du bien, voilà pour la séance qui peut se passer en atelier avec Gaël Le Cerf ou bien en séance d'art-thérapie. Ensuite, dans cette triangulaire, pour se poser la question, Karl, vous disiez, ça a démarré, les ateliers ont démarré dans les années 60-70. Une des questions qu'on s'est posées, c'est l'avant. Et l'avant, pas forcément le passé, mais en tout cas l'avant. Comment trouver un moyen d'attraper cet avant, de l'analyser? Et finalement, le mot médiateur dans cette triangulaire, eh bien, on a mené l'enquête pour savoir comment est-ce qu'il était apparu. Et là, encore une fois, on ne refait pas l'histoire, mais on s'est appuyé sur deux témoignages, celui de Marie-Pierre Lassus, à laquelle Bernadette Grosjean a demandé de bien vouloir faire un texte, et qui nous a proposé un très grand texte d'introduction sur la médiation culturelle et comment est-ce que les politiques en direction des personnes en situation de handicap s'étaient greffées à la suite de cette question des nouvelles politiques culturelles dans la foulée des années, alors post-Malraux, mais on va dire une charnière décisive dans les années 80 autour de ce qu'on a appelé les années Lang. Voilà. Et la deuxième personne qui était là tout à l'heure et qui est repartie, c'est Madame Guillaume Houfnoung, qui est universitaire et qui a travaillé dans les années 80, à inventer un terme qui s'appelle la médiation contemporaine et qui est né d'associations militantes pour les droits de l'homme et également de femmes quasiment invisibles, qui étaient des femmes issues de l'immigration et qui avaient travaillé à rapprocher les institutions des gens qui avaient issus de l'immigration, fraîchement arrivés ou bien déjà sur le territoire depuis longtemps. Donc ce que ces deux femmes ont mis en évidence sur des champs très différents, qui sont le champ social et d'autre part le champ culturel, et qu'à un moment donné, dans les années 80, enfin ça devait dater déjà d'un moment et c'est toujours d'actualité, elles ont noté un gap, disons une sorte de fracture entre les institutions et les gens.
Voilà. Et comment est-ce qu'on peut reconstituer ce lien? Et la réponse n'est pas la même. C'est-à-dire que la médiation culturelle, vous voyez que les musées ont été novateurs, mais les médiateurs culturels, quand ils ont été mis en place par le ministère, étaient plutôt des gens qui étaient censés apporter la culture d'élite, expliquer la culture d'élite aux gens du commun. Alors que la médiation sociale que décrit Michel Hoffnung est un processus où le médiateur est indépendant et c'est un processus qui permet en fait une co-construction avec les gens de la solution. Voilà. Donc c'est sur ces deux éléments qu'on s'est appuyé pour travailler sur cette question de la médiation. Maintenant, la troisième partie, on vient déjà de la présenter, de l'aborder d'une manière très large, c'est quand ces travaux ou ces productions, pour reprendre un terme de Jean Dubuffet au début, ces productions d'auteurs et d'autrices ont été suffisamment fortes pour que des gens aient eu envie de les collectionner, de les montrer, de les exposer, et suffisamment la foi pour les faire rentrer dans des musées et les faire rentrer finalement dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de nos institutions. Donc là, je ne vais pas parler à la place des experts en art contemporain ni des juristes spécialisés, mais cette histoire, vous la connaissez, puisque vous pouvez voir des œuvres de Autrincourt, mais aussi à Lille, au LAM, musée d'art contemporain et d'art brut de l'île Villeneuve-d'Ascq, à la collection d'art brut de Lausanne, à Bordeaux, au musée de la création franche. Enfin, vous en avez de plus en plus qui se créent en France. Voilà. Je vais vous montrer la dernière page, la dernière double page, parce que ce guide, je veux bien la dernière double page, ce guide est aussi un guide qui est un outil pour vous, pour travailler, pour tous. Vous pouvez avoir aussi bien fait par Mathilde Fabry, qui est partie des gares, qui a trouvé un poste ailleurs, mais qui a rédigé très solidement les fiches juridiques. Par exemple, comment est-ce qu'on cumule des ventes d'œuvres avec l'allocation adulte handicapé? Ou bien alors, le tableau récapitulatif, handicap, culture et citoyenneté, que dit la loi? Sous forme de tableau, vous avez des repères. Quelque chose qui est très important pour les ateliers, comment est-ce qu'on démêle la propriété quand on a une œuvre collective ou bien quand on a une œuvre de collaboration, etc., etc. Je vous renvoie également à l'index, qui est un petit bijou, parce que quand vous le feuilletez, vous avez déjà l'intégralité du contenu du guide, et vous pourrez, pour les auteurs, vous y retrouver et retrouver les notions clés dont on a dont on a largement parlé ici. Voilà, je vous remercie. Bravo, bravo, un grand merci. Bravo Marie. Je remercie infiniment les intervenants pour leur éclairage, mais il nous reste un petit peu de temps peut-être. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des questions? Il vous est offert à la sortie de cette conférence. D'accord. Oui, je vous en prie. Comme ça, ils ont tous à peu près les mêmes troubles, à savoir les troubles cognitifs. Et les troubles cognitifs, c'est ce qui... Enfin, moi, je suis artiste même. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle. Je suis trauma-crânien. Donc, je vous dis que vous n'avez pas parlé de troubles cognitifs. Et ça, c'est un problème dans la société. Dans le social. On va répondre. Alors, qu'est-ce que voulez-vous dire par... On n'a pas parlé des troubles cognitifs. On n'était pas forcément axé sur les troubles des personnes. Nous avons parlé des personnes en situation de handicap mental et psychique. Dans les personnes en situation de handicap mental, on a pensé qu'on englobait également la question du cognitif et la question de l'apprentissage. Donc, voilà, on est peut-être allé vite en besogne. C'est vrai qu'autour de la table, personne n'a spécifier cette particularité-là, mais dans notre acception, trouble mental
ou trouble psychique. Dans trouble mental, nous englobons la question du cognitif. Peut-être vous pouvez nous en parler un peu. Si, c'est mieux. Par exemple, la question de l'hyperfatigabilité des personnes, ça, on n'en parle pas souvent. Je veux dire, dans le fait de répéter, le fait de devoir répéter les choses pour qu'elles rentrent dans le quotidien de la personne. Alors peut-être, Gaëlle, est-ce que vous, qui avez affaire à cette population, sur la question de la fatigabilité, la question de la répétition, la question de l'ennui également, vous pouvez peut-être nous en dire quelque chose? Je vous prends un... Donc tout à l'heure, par rapport à la méthodologie, c'est vrai que j'évoquais le rapport à la mémoire. Et c'est vrai que quand je parlais d'une régularité, c'est-à-dire de toutes les semaines, depuis des années, c'était aussi en écho par rapport à cette difficulté-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est quelque chose qui est transmis, on ne peut pas l'attendre, on ne peut pas attendre un résultat qui est donné dans la temporalité que nous, on espère. C'est quelque chose qui est... Et donc après, on sème, on crée un dispositif et on observe. Donc c'est pour ça que voilà, c'est d'autres langages qu'on essaye de trouver. Voilà, c'est un petit peu... Mais c'est un échange avec les personnes, en fait. C'est une co-construction, comme on évoquait. Ça fonctionne. D'autres questions? Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'il est l'heure de se séparer. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous nous avez portée. Je remercie nos intervenants et je vous propose effectivement de récupérer ce guide qui vous est offert à la sortie. Vous pouvez également visiter nos artistes sur www.egard.fr et puis, si vous le souhaitez, adhérer à notre association. Merci beaucoup. On peut dire d'ailleurs qu'au dos du bandeau du livre, il y a un bulletin d'adhésion.